Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dans un tout nouveau cadre. Je vous accueille dans le logement que je vais occuper pendant les 2 prochains mois. Donc c'est temporaire et j'essaie de vous faire quand même quelque chose d'un peu cocooning et qui se rapproche de ce que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Je vous propose aujourd'hui de discuter une merveille que j'ai découverte récemment, la première œuvre du célèbre mangaka Junji Ito, qui est donc le manga Tomie, incroyable. Et je vous propose donc, si vous êtes prêts et intéressés, de commencer juste après l'intro. On l'a dit rapidement dans l'introduction, le mangaka en question ici c'est Junji Ito, qui a exercé initialement le métier de prothésiste dentaire, qui a toujours aimé le dessin depuis son plus jeune âge, qui faisait ça en amateur et qui était fortement inspiré par l'œuvre d'un autre mangaka d'horreur également qui s'appelle Kazuo Uematsu, et il se produit un jour quelque chose d'assez incroyable. Il participe et gagnera le concours organisé par ce fameux mangaka là, un pionnier dans l'univers du manga d'horreur, pour son magazine, et c'est ainsi que plus tard son premier manga Tomie sera publié au travers de plusieurs tomes dès l'année 1987. Tout ça évidemment, ça se passe au Japon. En France ça prend un petit peu plus de temps, il est publié dès 2004. Il y aura des rééditions, notamment en 2012. Initialement, le manga est publié au Japon aux éditions Asahi Sonorama. En France, le manga est publié initialement aux éditions Tonkam et plus récemment aux éditions Mangetsu. Un manga qui a fait beaucoup parler, qui a été beaucoup apprécié, assez célèbre et qui a donc de nombreuses adaptations, que ce soit en cinéma et en vidéo d'animation. Si vous n'en avez pas connaissance, le manga a un format assez atypique en réalité. On est sur des séries de courtes histoires qui pour certaines se suivent, en tout cas on retrouve des protagonistes communs, et pour d'autres pas du tout. Quoi qu'il en soit, tout ont le même leitmotiv à chaque fois, c'est le personnage principal féminin qui s'appelle donc Tomie. Elle a son propre mode d'action, c'est quelque chose qui se retrouve à chaque histoire, mais dans des contextes totalement différents et avec des variantes tout de même. Et l'édition particulière que j'avais en main tout à l'heure et que je trouve époustouflante, elle est particulièrement bornée d'une très jolie préface, et on a aussi un récit à la fin qui est long de 6 pages, qui revient un petit peu sur ce qu'on a pu trouver dans le manga. Premièrement, elle nous amène à questionner le caractère précieux qui est propre à l'aspect éphémère de la vie. C'est quelque chose que le personnage principal n'expérimente pas. Elle est éternelle, elle ressuscite, elle revit, on en parlera au fur et à mesure. Et on peut envisager que c'est le fait qu'elle soit immortelle qui explique peut-être son acharnement destructeur sur le reste de l'humanité. Ça me fait particulièrement penser au personnage de Karaba la sorcière dans Kirikou. Et ça m'a amené personnellement à avoir une réflexion autour de la question de la valorisation humaine de ce qui est épuisable. Je me suis dit que finalement on serait sans doute de toute autre personne dans une toute autre société si nous n'étions pas éternels. Dans cette idée qu'on doit mener à bien des missions, qu'on doit servir quelque chose, qu'on doit aussi profiter de nos proches, de la chance que l'on a quelque part d'avoir droit à la vie. Autrement dit, on se donne des objectifs, on est dans la valorisation des sentiments positifs, le bonheur, l'excitation, l'amour. Et finalement, si tout ça, ça nous était dû, bien je pense qu'on mobiliserait sûrement pas autant de nous-mêmes pour induire le bonheur ou des sentiments positifs comme étant notre quête suprême finalement. Peut-être même qu'on s'aimerait le chaos, qu'on se voudrait du mal. En tout cas, c'est ce que Ito, donc le mangaka, dépeint au travers de ce manga. Et cette première réflexion-là amenée dans la préface, j'ai voulu vous en faire part. Pour moi, c'est une très jolie façon d'amorcer la lecture d'un manga que de nous montrer directement qu'on est dans quelque chose de profond et un petit peu de philosophique aussi. Et deuxièmement, cette lecture, elle questionne beaucoup sur l'importance qu'on porte à l'apparence des autres, donc à ces interprétations spontanées qu'on se fait en permanence en fonction du physique des gens, sans même les connaître. Dans le manga, c'est très extrapolé puisque le personnage principal, elle émane une beauté extraordinaire, elle rend les autres fous par cet aspect-là, mais ça met bien en évidence ce problème, ça en est une sorte de critique je pense, l'idée qu'un physique attrayant peut cacher en contrepartie une âme maléfique, qui est notamment mis en lumière dans le fait que le personnage de Tomie ne supporte pas d'avoir un retour sur elle-même, que ce soit en photo, lorsqu'on la peint, ou même lorsqu'on lui exprime verbalement des vérités sur ce qu'elle est. C'est quelque chose qui la met hors d'elle et qui l'a conduit d'ailleurs à se transformer
typiquement avoir un dédoublement de tête, une transformation qui est propre au choc émotionnel, un petit peu suprême en elle. Et ce que j'ai particulièrement apprécié à la lecture de ce manga, c'est l'esthétique graphique. Je pense que c'est la première chose qui saute aux yeux, et si vous regardez mes vidéos, vous savez peut-être que j'ai souvent du mal à accrocher avec ce qu'on nous propose visuellement de nos jours, que je trouve chaque fois très similaire et un petit peu vide de qualité. Ici, c'est un dessin qui est fin, qui est détaillé, qui fait un petit peu type encre de Chine où il y a vraiment du mouvement. Je me suis souvent retrouvée sans voix face à des grandes pages dessinées aux couvertures. C'est tout à fait ce qui me plaît, et ça coule de source parce que c'est une fois de plus les années 90. Pour moi, on était au prime véritablement de ce qui se faisait graphiquement. Personnellement, mes mangas préférés, donc qui sont Cat Size et Nana, le sont en grande partie parce que le dessin me fait vibrer. Et ici, c'est l'une des plus belles créations que j'ai pu voir dans l'univers du manga à ce niveau-là. C'est ce qui peut d'ailleurs, selon moi, conduire un manga d'intéressant et appréciable au rang de chef-d'œuvre, parce qu'il y a cette dimension-là du dessin qui est complètement centrale et qui se vaut vraiment avec le contenu. D'ailleurs, au cours des dernières pages est évoqué le fait que la beauté transcende l'horreur. C'est vraiment ça pour moi, il y a une espèce de fascination des lecteurs et que j'ai ressenti particulièrement face à cette ambivalence à la fois du beau, de l'esthétisme, donc avec des traits fins, longilignes, qui sont propres au mangaka, et en même temps beaucoup de violence. Page à page, les deux se mêlent, le résultat est vraiment à couper le souffle. Je me suis également noté que le processus créatif, il est tellement magnifiquement morbide. J'en viens carrément parfois à m'interroger sur ce qui peut se passer dans la tête du mangaka. Je me dis qu'il doit vraiment être en un sens assez tordu pour imaginer ce genre de choses. Je vais vous parler un petit peu maintenant davantage de Tomie, donc ce personnage féminin qui est au cœur des récits, qui sème le chaos partout où elle passe et où elle renaît. C'est une adolescente donc qui est particulièrement charmante physiquement et qui est en termes de comportement très séductrice envers les hommes, qu'elle va souvent détourner et de manière assez monstrueuse parce que il y a une sorte d'endoctrinement au fur et à mesure où il tombe comme dans sa spirale infernale. Et ça, c'est matérialisé au niveau du dessin avec des yeux qui s'assombrissent, et ce de plus en plus, jusqu'à carrément leur faire perdre la raison, à tel point qu'ils iront chaque fois jusqu'à causer sa mort dans d'atroces souffrances. Ils vont la découper, la démembrer, mais le personnage de Tomie est capable de se régénérer et elle se démultiplie même de manière croissante au fur et à mesure de l'histoire. Et on retrouve un paradoxe ici qui est qu'elle incarne à la fois le bourreau et la victime. Initialement, c'est un personnage qui est beau, qui est jeune, qui est plutôt pur et qui est confronté à un destin tragique qui va la transformer en une sorte de monstre. Elle sera une première fois assassinée avant de faire naître d'elle-même une folie meurtrière, comme je vous l'ai dit, chez les hommes qu'elle convoite. Son mode d'action, c'est de manipuler et de faire souffrir psychologiquement surtout, ce qui va conduire les individus qui en sont victimes à faire preuve de violence aussi, mais davantage physique, et même allant jusqu'au paroxysme de la violence, puisqu'ils vont lui causer la mort. Sur les dernières pages du manga, tel que je vous l'ai dit, il y a un retour notamment de l'auteur, au cours duquel on apprend que plus jeune, il souffrait de phobie sociale. Donc c'est un trouble psychologique, comme son nom l'indique, qui caractérise les individus qui ont de grandes difficultés avec le regard des autres, qui craignent surtout d'être en société, entourés. Et je perçois vraiment l'expérience de l'auteur vis-à-vis de ce trouble. Ça se ressent dans le fait qu'il sait exactement choisir les propos qui pourraient être les plus humiliants lorsque le personnage de Tomie essaye de blesser autrui. Elle excède l'honnêteté, le franc-parler, non, elle peut carrément être méchante, blessante, en exigeant sans fin qu'on la satisfasse. Elle excède ce qui est acceptable en société, particulièrement dans la société japonaise. Et cette inaptitude sociale qu'incarne Tomie et qu'elle induit ensuite chez les hommes, ça représente pour moi comme la crainte la plus ultime que pouvait ressentir le mangaka, comme l'horreur à l'état pur pour lui qui souffrait d'anxiété sociale. On parle maintenant un petit peu de l'univers du manga. Je vous dirais évidemment qu'il est d'une part fantastique, puisque bien qu'on soit dans un cadre qui se veut assez représentatif, assez normal, on a quand même des circonstances surnaturelles qui apparaissent, notamment par les malédictions, les punitions et l'horreur qu'incarne le personnage de Tomie. Son outil particulier d'action, comme on l'a dit, c'est la manipulation et l'affection psychologique. Elle fait preuve de beaucoup d'impulsion, d'irrationalité, et en même temps on a une démonstration de l'horreur qui nous est illustrée avec du gore,
de l'atteinte physique sur le corps. Parfois même on va jusqu'aux scènes de cannibalisme. Au-delà de l'aspect fantastique, il y a aussi un aspect dystopique qui est bien central, dans le sens où la société humaine part complètement à la dérive, elle se déshumanise. C'est ça que personnellement j'ai trouvé de particulièrement effrayant. Parce que certes il y a les dessins qui rappellent des cauchemars avec des créatures monstrueuses, parfois écœurantes, avec la vue du sang, des organes. Et ce qui me heurte particulièrement à la lecture du manga, c'est le caractère glaçant au niveau psy, avec ce qu'on appelle l'émoussement affectif, qui est en fait un symptôme chez les patients qu'on retrouve lorsqu'ils nous parlent de choses assez horribles, assez graves, mais avec un visage complètement détaché, comme une absence, un manque d'affection émotionnelle, d'implication humaine en fait dans ce qui peut être dit ou fait. Ce symptôme, on le retrouve chez le personnage de Tomie, qui a vraiment cet aspect psychotique par là même, comme je vous le disais, mais elle l'induit aussi chez les hommes qu'elle convoite. Donc il y a une forme de mimétisme de sa psychose qui les atteint, et donc une imprévisibilité qui est propre à ça. On ne peut jamais vraiment savoir ce dont ils sont capables, comme si plus rien ne les touchait, comme s'ils n'avaient plus conscience de l'enjeu de la vie et de la mort. Humainement, c'est quelque chose d'assez bouleversant à recevoir et c'est très bien exploité dans le manga. Finalement, ce qui mobilise la peur humainement, l'anxiété, c'est la crainte d'avoir une atteinte à sa sécurité, à son bien-être. Et pour ces individus dans le manga qui peu à peu ne craignent plus rien, eh bien on sent qu'ils sont intouchables et capables de tout. Et c'est ce qui les conduit à avoir des comportements absolument répréhensibles, immoraux et inhumains. Il y a cette part d'horreur qui nous met particulièrement mal à l'aise, et en parallèle, et c'est une fois de plus paradoxal, il y a une curiosité malsaine quand on lit le manga et qu'on l'apprécie, qui est celle de découvrir comment est-ce que chaque fois ça va se dérouler, qu'est-ce qui va changer, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour anéantir ses prochaines victimes, et comment elles, en retour, vont se venger sur elle. On se demande aussi au fil de la lecture où va nous conduire toutes ces déclinaisons de l'histoire. Et comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que sa cruauté, son vice, c'est des choses qui s'accroissent au fil de la lecture, comme si chacune de ces fins tragiques aggravait encore plus son cas. On imagine qu'elle renaît pour se venger et que sa soif de vengeance s'accroît. Finalement, plus on avance dans le manga et plus on nous la renvoie comme un personnage insaisissable et indestructible. L'auteur explique notamment qu'au fil de la création des planches, il a fait de Tomie un personnage de plus en plus malsain, monstrueux, vicieux, qu'il l'exprime lui-même. Il se surprenait à découvrir l'évolution qu'il pouvait donner toujours pire à ce personnage. Je fais d'ailleurs une petite digression, le manga de Tomie m'a fait beaucoup penser au manga Parasite, parce qu'ils ont tous les deux cet aspect d'horreur, également parce que je trouve qu'il y a des similitudes sur la façon d'amener le manga avec des réflexions philosophiques, des similitudes dans le propos, mais aussi au niveau visuel avec les excroissances qui sont typiques aux deux. Dans l'écrit à la fin du manga, où on a une interview de Ito, le mangaka, il nous apprend que la résurrection systématique du personnage de Tomie, c'est le résultat d'une mort trop violente, trop injuste, qui empêcherait son esprit de quitter la Terre paisiblement, qu'au contraire cela l'a conduit à vouloir et parvenir à aliéner les hommes qui l'entourent. À titre personnel, ce personnage, je suis très sceptique. J'ai rarement ressenti ça, mais je dirais que ni je l'aime, ni je ne l'aime pas. Et je pense que ce qui explique ce manque de positionnement affectif à son égard, c'est le fait qu'on n'a absolument pas accès au cours du manga à sa subjectivité. On est plongé dans les pensées de tous les personnages qui la côtoient, mais jamais d'elle, on la voit vraiment d'un œil extérieur. Et d'ailleurs, tous ces personnages qui l'entourent, étonnamment, alors qu'on est quand même bien plus proche d'eux que d'elle, eh bien on les oublie au fil de la lecture, puisque la seule continuité dans le manga, c'est elle. Les autres sont nombreux, ils ont beaucoup de prénoms, il y a autant d'hommes que de femmes, de tous les âges, et pour autant, il n'en reste rien. Le seul personnage qui nous reste vraiment de la lecture de ces 270 pages, quelque chose comme ça, eh bien c'est elle. Il y a un côté un petit peu obsessionnel à la lecture du manga dont on parlera. Ce que le mangaka révèle aussi dans cette interview, c'est que l'influence principale pour le personnage de Tomie, et j'ai trouvé ça super surprenant, c'est pour ça que je voulais noter, c'est le personnage de Kyoko Otonashi. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est dans Maison Ikoku, Juliette je t'aime de Rumiko Takahashi. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit à ce sujet, parce que j'ai trouvé ça vraiment étonnant d'un premier regard. Qu'il dit: avant cette œuvre, donc en parlant de Maison Ikoku, les héroïnes de manga étaient des protagonistes idéalisés du point de vue masculin, des figures maternelles compréhensives et tolérantes, des êtres qui endurent en silence,
mais Kyoko Otonashi incarnait un vrai modèle féminin, parfois colérique ou même jaloux, une femme réaliste et pleine de vie, en somme, et c'était une vraie bouffée d'air frais. À cette époque, je n'étais pas encore mangaka, mais je dessinais en amateur, et c'est ce personnage qui m'a donné envie de passer à des protagonistes aussi vivantes qu'elle, plutôt que de représenter des femmes idéalisées, même si, contrairement à Kyoko Otonashi, Tomie incarne plutôt le mal. Je pense que c'est en ça que j'ai initialement pas trop compris le rapprochement, bien que du coup il se porte sur d'autres qualités féminines qui de nos jours sont bien plus exploitées, notamment par les travaux des studios Ghibli. Et pour l'époque, je comprends l'intérêt qu'il trouvait en ce personnage. Et ce qui évidemment marque un énorme gap entre Kyoko et Tomie, c'est que elle, pour le coup, est bienveillante, toujours altruiste, à l'écoute des autres, empathique. Elle a vraiment ces valeurs-là que malheureusement on accorde souvent aux femmes. Tomie, quant à elle, c'est un personnage qui, comme on l'a dit, est manipulatrice, menteuse, méchante, moqueuse, tortionnaire, même dans une certaine mesure agressive, parfois sexuellement. Donc voilà, je trouvais que c'était une anecdote sympathique à vous partager. Et tel qu'on l'a dit au cours de cette vidéo, c'est un personnage qui peu à peu devient insaisissable, puisqu'il n'y a rien qui semble lui être fatal. Je me suis même demandé à la lecture où est-ce que ça allait finir par conclure, où est-ce qu'on nous emmène. Et justement, eh bien, aux suites de séries, de chapitres, de résurrections, avec des histoires qui sont relativement similaires, émerge vraiment à la toute fin une sorte d'idée ingénieuse, en tout cas perso, parce que je l'avais pas vu venir, d'une fin qui nous apporte même certains éclaircissements. Alors même que durant toute la lecture, on s'interroge sur sa nature exacte. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que c'est un mauvais esprit, une sorcière? J'en sais rien. On finit par conclure que la seule certitude qu'on a de toute la lecture, c'est le fait qu'elle meurt à chaque fois assassinée. On l'a jamais vue mourir de vieillesse. Et c'est quelque chose qui va être utilisé pour donner une fin au manga, ce que je trouve vraiment super. On est sur un rythme narratif tout du long qui est effréné, qui est très dynamique. J'aurais trouvé ça vraiment dommage de ne pas clôturer sur quelque chose. Ça se fait en fait avec des histoires à la fin qui se suivent, et du coup des personnages qui reviennent, même si on ne le comprend pas tout de suite, et qui, après avoir souffert du personnage de Tomie, veulent se venger, et donc trouvent cette notion-là de il faut la protéger tout au long de sa vie jusqu'à ce qu'elle meure de façon naturelle. Et peut-être que comme ça, déjà elle expérimentera le fait de ne plus être séduisante, donc elle va en souffrir puisqu'elle met vraiment toute sa vie autour de ça, comme on l'a vu. Et d'autre part, eh bien, peut-être que comme ça, elle va mourir de vieillesse et non pas à chaque fois se régénérer, se démultiplier. C'est donc ce qui s'avère être peut-être le pire châtiment qu'on puisse lui imposer, celui de la laisser s'amochir et de mourir de façon incontrôlable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu le manga. J'ai trouvé ça assez jouissif en fait de voir que les personnages y parviennent, même si ça n'a pas été forcément facile, et de constater qu'à toutes ces histoires, il y a quand même une fin, une façon de boucler la boucle. Je vais vous parler un petit peu maintenant de ce que j'ai moins aimé à la lecture. Donc tout d'abord, je vais vous dire que j'ai perçu une petite perdition dans la finesse et la qualité graphique entre les illustrations des couvertures, de certaines pages pleines aussi qui sont magnifiques, et le reste du dessin qui parfois se présente de manière un peu moins précise, un peu plus ronde, ce que j'aime un petit peu moins. Bon, ça reste du détail, je pinaille, mais parce que ça me paraît important de relever aussi avec nuance ce qui peut être plus ou moins réussi. Ensuite, je vous dirais que d'un point de vue plutôt narratif, je pense que l'auteur aurait pu aller encore plus loin, notamment parce que, comme je vous le dis, je vois en Junji Ito un potentiel à comprendre les enjeux de la psychologie humaine, et je trouvais que les petites histoires restaient souvent assez superficielles et simplistes, là où il aurait pu, peut-être en faisant moins de courtes histoires mais plus longues, aller dans quelque chose d'encore plus sinueux, qui prendrait encore plus le temps de s'installer et de se résoudre. Les scènes, elles se succèdent et parfois elles se confondent presque, comme je vous le dis, tant elles se ressemblent et tant il y a de personnages qui interviennent. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a un côté un petit peu matrixant quand on lit le manga. Moi, je me suis parfois retrouvée à me dire « Ok, stop !» Ça fait beaucoup d'infos, ça commence presque à me faire sentir que moi aussi je peux devenir folle. Là, il y a trop de choses. Et tout se ressemble, et le manga est quand même énorme en termes de quantité. Donc il y a vraiment cet aspect peu digeste qui, du coup, représente bien le manga d'horreur et nous génère aussi quelque chose d'effréné. Mais c'est pas toujours très confortable, et
Je sais pas si c'est volontaire ou pas. En tout cas, personnellement, j'aurais apprécié amplifier cet aspect de la torture psychologique et ce qui peut mettre du temps pour s'installer de manière implicite et qui dans le manga était assez droit au but et ça manquait parfois de subtilité pour moi. Voilà, c'est ça la critique particulière que j'aurais à faire à la lecture, c'est le côté je me suis perdue, il y a trop de personnages, trop d'histoires, trop de similitudes, trop de versions d'elle aussi. On en oublie en fait ce qu'on vient de lire et puis ça laisse un espèce de flou mental je trouve. Mais en même temps ça se prête totalement à l'univers de l'horreur et à ce travail manga. Je vous ai donc partagé ici mon avis le plus exhaustif possible. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Surtout n'hésitez pas si vous avez déjà lu le manga, si vous avez envie de le lire, à partager tout ça en commentaire. J'ai eu des petits soucis avec ma lampe là, je pense que vous avez dû le remarquer. Je suis désolée si le cadre est vraiment pas optimal, si la lumière est pas dingue non plus. On s'adapte comme on peut, j'espère que vous comprendrez. Pour ma part, je suis super heureuse d'avoir découvert ce mangaka que je voulais lire depuis longtemps, qui correspond complètement à l'univers dans lequel j'évolue en ce moment, dans cette période de ma vie. Je pense que ça peut aisément devenir l'un de mes mangaka favoris. On peut déjà dire que sur un top 5, il y est. Je pense que j'y mettrais bien Ayazawa, Tsukasa Ojo. Je sais plus qui est à l'origine de Parasite, mais c'est aussi l'un de mes mangas préférés. Je pense que Junji Ito il se situe pas bien loin. Je vous le recommande véritablement. Je vais vraiment maintenant explorer son œuvre avec ce qu'il a pu faire ensuite. J'ai déjà 2 mangas à lui là qu'il faut que je lise. Il y a Spiral et Sensor, je crois qu'il s'appelle comme ça. En commentaire, si vous l'avez déjà lu, si vous avez des œuvres à recommander, parce qu'elles ont toutes l'air incroyables. J'ai passé plusieurs heures au magasin à regarder les résumés. Il y a une appétence énorme qui est en train de naître en moi pour lui. Je suis très heureuse d'avoir pu vous tourner cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée de votre côté. Je vous laisse donc ici. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde!